Ouais, ce drame est d'ailleurs le point de départ du livre de Mathieu Péris, qui est en direct avec nous, co-auteur de cet ouvrage, Le prix du berceau, avec Daphné Gastaldi aux éditions du Seuil. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur BFM TV. Vous avez recueilli des dizaines de témoignages sur les pratiques de ces crèches privées. Vous parlez en fait très clairement de maltraitance économique, expliquez-nous. Oui, parce que c'est vrai qu'effectivement, j'entendais parler juste avant du rapport de l'IGAS qui est sorti au printemps dernier, qui a très bien documenté des maltraitances physiques. On parlait d'enfants attachés à des chaises, forcés de se nourrir, voilà, ce genre de faits qui sont évidemment directement violents et à condamner comme tels. Mais à côté de ça, il y a aussi ce que nous, on qualifierait de maltraitance économique, c'est-à-dire, et qui se voit beaucoup moins, qui est plus difficile aussi à documenter, qui est comment, en fait, le modèle économique des crèches privées, qui représente aujourd'hui un quart des crèches en France, impacte directement la qualité de l'accueil des enfants. Et ça veut dire que pour chercher quelques marges, pour chercher un petit peu de rentabilité dans un secteur qui normalement n'en génère pas tant, eh ben on va finalement rogner sur un petit peu tout ce qui est possible. C'est-à-dire ça peut être aussi bien les repas que le changement des couches, que surtout le personnel, c'est-à-dire les effectifs d'encadrement, etc. Et ça, c'est beaucoup plus insidieux parce que c'est pas spectaculaire, en tout cas beaucoup moins. Et puis c'est difficile aussi pour les familles de se rendre compte exactement de l'encadrement et de l'accueil dont leurs enfants bénéficient. Mais par contre, c'est ça qui, à mon avis, est beaucoup plus préoccupant finalement, dans le sens où c'est une tendance, c'est une pente glissante à laquelle on assiste. Peut-être qu'on n'en est pas encore au stade des EHPAD, effectivement, comme ça a été documenté il y a un an, notamment autour d'Orpea. Mais notre sentiment, c'est qu'on y va petit à petit. Oui. Alors, si on essaie d'être encore plus concret, ce que vous révélez est édifiant. Par exemple, des enfants mal nourris. Ça, c'est du côté de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Racontez-nous ce que les parents vous ont révélé. Oui, alors ça c'est un cas qu'on a documenté où ça part de témoignages de parents. En fait, voilà, une mère de famille qui se rend compte que le soir après la crèche, son enfant a faim et il prend 2 goûters au lieu d'un seul, ce qui n'est pas habituel. Du coup, un jour, elle décide d'en parler sur, vous savez, le fil de discussion des parents de la crèche. Et puis, elle dit, mais est-ce que vous aussi, votre enfant a faim le soir? Et là, déferlement de messages, elle en a plusieurs familles qui lui disent, mais moi aussi, moi aussi. Il décide d'aller finalement confronter la direction de cette crèche qui est gérée par le groupe Les Petits Chaperons Rouges à Vitrolles donc. Et finalement, au bout de quelques semaines, la crèche l'admet même noir sur blanc, avoir commandé pendant plusieurs jours, on parle de plusieurs jours étalés sur plusieurs mois en plus, de manière répétée, moins de repas que d'enfants. Ça veut dire que derrière, les portions étaient soit divisées, soit on ouvrait des petits pots de secours. Mais du coup, évidemment, là, c'est directement une atteinte presque à l'intégrité physique des enfants. Et ce que nous dit finalement la direction des Petits Chaperons Rouges, il faut savoir qu'il y a une enquête pénale qui est ouverte sur ce dossier. Il y a eu 9 plaintes de parents. La direction des Petits Chaperons Rouges, finalement, dit c'est un cas isolé. C'est la directrice qui a fait du zèle ou qui a mis en place cette politique-là, ce n'est pas du tout une politique de l'entreprise. Sauf que nous, ce qu'on documente quand même dans ce livre, c'est que certes, il n'y a pas de consigne directe pour économiser sur les repas, et c'est encore heureux. Déjà, beaucoup de choses se passent un petit peu oralement. Et puis, mais quand même, malgré tout, on a retrouvé, par exemple, la trace d'un système de primes qui était donné aux directrices des crèches Les Petits Chaperons Rouges jusqu'en 2021. Et bien, dans cette prime, vous aviez 10% qui dépendaient du respect d'un certain quantité de repas à commander. Alors on parle de quelques centaines d'euros, mais dans ce secteur, pour une directrice qui en gagne pas énormément, quelques centaines d'euros à la fin de l'année, c'est pas rien. Et dire que du coup, les commandes de repas peuvent avoir un impact sur la prime qu'on reçoit en fin d'année, c'est pas anodin. Et en fait, tout ce système fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que bien évidemment ces entreprises privées, elles se réveillent pas un matin en se disant mais comment est-ce qu'on va bien pouvoir maltraiter des enfants aujourd'hui? C'est pas comme ça que ça se passe. Le personnel est assez dévoué, nous on est très admiratifs de l'engagement de ce personnel sur le terrain. Mais par contre, rien n'est fait, il n'y a pas vraiment les garde-fous nécessaires finalement pour dire ok, il y a des postes de dépenses qui sont sanctuarisés, il y a des effectifs qu'on doit quand même préserver pour ne pas être strictement au minimum légal.
voire parfois en dessous, sur certains créneaux horaires. Et en fait, tout est géré à flux tendu, tout est optimisé à tous les niveaux. Et on en arrive à des situations qui parfois peuvent être très inquiétantes. Vous dénoncez aussi ce que vous appelez le surbooking. Alors on connaît ça pour les avions, pour les compagnies aériennes. Racontez-nous comment ça se passe dans une crèche, le surbooking. Alors déjà, c'est un surbooking qui est autorisé. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que la CAF, qui subventionne massivement les crèches, y compris les crèches privées, la CAF autorise sur certains créneaux horaires d'accueillir plus d'enfants que ce que l'agrément de la crèche prévoit normalement. L'idée, c'est de répondre à par exemple à des urgences, et puis aussi, il y a certains besoins de famille qui ne correspondent pas tout à fait au créneau de la crèche. Donc pourquoi pas? Le problème, c'est quand c'est érigé en système, parce qu'évidemment, ce surbooking, il est très intéressant pour une entreprise, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des locaux plus grands, par exemple, pour accueillir plus d'enfants que ce qui est normalement prévu. Donc ça, c'est évidemment du coup une rentabilité possible. Et puis, en fait, un enfant qui vient de 8h du matin à 18h le soir, toute la journée, tous les jours dans une crèche, ça n'existe pas. Donc du coup, il y a beaucoup de trous dans les emplois du temps des crèches, et c'est ces trous qu'il s'agit de remplir. Et donc notamment en compensant, en faisant du surbooking, mais parfois on est à la limite de la légalité. Par exemple, une crèche de Babilou, du côté de Saint-Priest, on a documenté, on a reçu des mails internes, des échanges avec la direction régionale du groupe, a été très fermement rappelé à l'ordre par la protection maternelle et infantile du Grand Lyon, donc l'administration chargée du contrôle, qui lui a dit attention, vous ne pouvez pas accueillir systématiquement tous les jours, tout le temps, plus d'enfants que ce que votre autorisation le prévoit. Et donc on en arrive à ces situations-là où finalement ce qui est censé être l'exception devient la règle de fonctionnement pour essayer justement de grappiller quelques points de rentabilité supplémentaires. Alors, avant d'aller plus loin avec notre invité, je me tourne à nouveau vers vous, Mickaël. Il n'y a pas de contrôle ? C'est ce que je pensais à ça exactement en écoutant mon confrère. S'il y a des contrôles, mais pas assez, pour ne pas dire très peu. En fait, il y a à peu près 15 000 crèches en France. Alors, on n'a pas le nombre exactement d'agents de la PMI qui les contrôlent, mais nous, on en a suivi une en Loire-Atlantique. Elle nous dit très simplement, c'est des gens qui font bien leur travail, mais elle nous dit, moi, je dois surveiller 43 crèches, 39 établissements d'accueil pour les jeunes enfants et 1300 assistantes maternelles. Vous pensez bien que je ne peux pas être là à chaque fois dans chaque crèche, et surtout ce ne sont pas des contrôles inopinés, ce sont des contrôles qui sont prévus. Donc comment voulez-vous déceler que même les enfants n'ont pas assez à manger? Comment voulez-vous déceler qu'il y a de la maltraitance? C'est très compliqué. Alors évidemment, si ces contrôles ne sont pas improvisés entre guillemets, ou ne sont pas si c'est une personne pour 1300 employés, on voit pas très bien comment il y a des lacunes énormes. Comment on peut s'en sortir, en effet. Je me tourne à nouveau vers vous, Mathieu Péris. Qui se cache derrière ces crèches privées ? Alors, il ne se cache pas, mais il faut savoir qu'il y a 20 ans, les crèches privées en France lucratives, ça n'existait pas. Une crèche, elle était soit municipale, soit associative, et c'était tout. Au début des années 2000, plus précisément avec Christian Jacob en tant que ministre délégué à l'enfance sous le mandat de Jacques Chirac, on a ouvert les vannes de l'argent public parce qu'on manquait, et on manque toujours d'ailleurs, de places de crèches en France, et on s'est dit, allez, incitons le secteur privé à venir, ça va résoudre notre problème. Et donc, à partir de ces années-là, se développent les grands groupes qu'on connaît aujourd'hui, les Petits Chaperons Rouges, Babilou, la Maison Bleue, People and Baby, ce sont les 4 principales entreprises du secteur en France, et qui ont été créées, alors très souvent d'ailleurs, par des binômes entrepreneurs, professionnels de leur petite enfance, mais quand même le côté entrepreneur est beaucoup plus présent. Par exemple, le patron, le fondateur du groupe La Maison Bleue avait avant une entreprise qui était d'ailleurs cotée au CAC 40, qui était spécialisée dans des services à des grandes entreprises comme Total ou L'Oréal. Enfin, ça n'avait rien à voir avec la petite enfance. Les frères Karl, à l'origine du groupe Babilou, sont des gens qui ont vraiment des profils de commerciaux, de grandes écoles de commerce, qui ont travaillé aussi dans la finance à Londres. Donc voilà, on voit bien que ce ne sont pas forcément des gens du terrain qui se sont comme ça petit à petit érigés en grands groupes, en tout cas pas seulement.
Alors, Mathieu, je ne voudrais pas affoler tous les parents. Je voulais revenir juste sur la question des contrôles. Alors, allez-y, oui, c'est important. Oui, non, mais j'entendais l'intervention juste avant. Et effectivement, en fait, ce qu'il faut bien dire quand même, c'est que nos gouvernements successifs, enfin, on a complètement délaissé, d'une part, la petite enfance, mais aussi, d'autre part, les instances chargées du contrôle. Aujourd'hui, les protections maternelles et infantiles, il y en a à peu près un quart d'entre elles, donc dans les différents départements de France, qui n'ont même pas un temps plein pour contrôler les crèches d'un département entier. Ça, c'est ce qui ressort du dernier rapport de l'IGAS. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un département qui peut avoir des dizaines, voire des centaines de crèches, si vous n'avez même pas une personne qui est chargée tous les jours de veiller à leur bon fonctionnement, comment voulez-vous que ça puisse fonctionner ? Sur ce sujet et sur ce rapport de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, voilà. J'avais reçu le ministre des Solidarités, qui ne fait plus partie du gouvernement, Monsieur Combes, il y a quelques semaines. C'était avant l'été sur BFM TV. Écoutez ce qu'il nous avait dit. Ça fait 20 ans en fait que ça existe, qu'on peut embaucher dans les crèches des personnes qui ne sont pas formées. Et j'ai décidé de l'encadrer pour faire en sorte que ce recours il soit l'exception et pas la règle. On voit bien, et c'est ce que vous décrivez, qu'il y a certains opérateurs qui en ont fait plutôt la règle que l'exception. Et ça, c'est absolument condamnable. Et je le redis, c'est inacceptable. Et moi, j'ai toujours dit qu'il fallait mettre la question de la qualité et de la sécurité des enfants avant toute autre considération. Quand je suis arrivé, on m'a dit, mais alors ça veut dire qu'on va fermer des places. Et donc j'ai dit, oui, on fermera des places, si la qualité n'est pas au rendez-vous, parce qu'on ne peut pas transiger sur la qualité d'accueil des enfants. Ça, c'était en avril dernier, Mathieu. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a eu un peu d'effet ? Alors, des effets concrets dans le sens où il y aurait des décisions déjà appliquées sur le terrain, je ne suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience depuis un an, je dirais. Il y a eu effectivement ce décès dramatique à Lyon il y a un an, puis le rapport de l'IGAS qui a quand même fortement secoué le secteur. Et puis ensuite, quelques annonces du gouvernement, mais qui, moi, me semblent encore assez légères, en fait. On parle de débloquer de l'argent pour revaloriser le personnel, par exemple, pour rendre le métier plus attractif et un peu régler cette question de la pénurie. Ça semble encore très insuffisant, en tout cas aux yeux des organisations, des représentants des salariés. Et puis sur les questions des normes, on va dire, de sécurité, il y a eu une annonce, par exemple, une crèche ne peut plus ouvrir ou fermer avec une seule employée, ce qui est ça pour le coup est une avancée, parce qu'on imagine très bien que quand on est tout seul avec les enfants, au moindre souci ça peut vite déraper, mais après au-delà de ça, j'ai pas l'impression qu'on assiste encore à une profonde refonte de ce système, et notamment la manière dont l'argent public est versé, parce qu'en fait l'État aussi incite à remplir, à faire du remplissage à tout prix. L'État aussi met en place des critères qui peuvent être d'abord financiers avant d'être qualitatifs. Donc il faut aussi que le gouvernement accepte peut-être de remettre en question ces mécanismes de financement. Encore une question, Mathieu Péris. Je le disais, je ne voudrais pas affoler tous les parents qui nous regardent, mais les crèches publiques, ça se passe bien? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de dérive? Non, on ne dit pas ça. Il y a aussi des dysfonctionnements dans les crèches publiques, comme dans des crèches associatives. Ça, c'est incontestable. Ça a été aussi documenté dans le rapport de l'IGAS. Nous, ce qu'on dit, c'est que, par contre, à l'état déjà dégradé de l'ensemble du secteur, donc toute crèche confondue, s'ajoute une pression qui est celle économique de ces grandes entreprises et qui dégrade encore plus la qualité de l'accueil, qui dégrade encore plus les conditions de travail des professionnels de terrain. Parce que moi, je voudrais quand même dire que sur les quelques 200 personnes qu'on a interviewées pour ce livre, on est admiratif de leur dévouement. Ce sont des gens qui gagnent parfois à peine plus que le SMIC, qui sont passionnés par la petite enfance, qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de maintenir des conditions correctes, alors qu'ils luttent chaque jour contre le contexte et parfois même contre leur propre direction. Mais du coup, ces gens-là, il faut qu'ils soient entendus, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? En fait, petit à petit, le secteur, les gens vont en partir encore plus, il y aura encore moins de bras et ne vont rester finalement que des établissements complètement dégradés. Enfin, encore une fois, je me mets à la place de parents qui nous regardent ce matin, qui sont effrayés par ce que vous nous racontez. Quels conseils on pourrait leur donner d'ailleurs à ces pères et mères qui, encore une fois, sont dans une situation compliquée parce que ces enfants ne parlent pas, ou peu, parce qu'ils ont moins de 3 ans. Donc ils commencent pour certains à parler.
Oui, d'ailleurs les familles sont très souvent démunies parce que nous on a beaucoup de témoignages de gens qui continuaient de laisser tous les matins leur enfant à la crèche, un peu la boule au ventre, en sachant qu'il y avait des problèmes. Alors pas forcément des problèmes de sécurité imminente pour leurs enfants, mais en sachant que les conditions n'étaient pas optimales. Et on se met à leur place. Ces parents, ils ont eu une place, parfois en passant par leur mairie, parfois par leur entreprise qui a pu réserver une place. Donc ils s'en satisfont quand même. Ils savent pas trop comment agir finalement. Parce que quand vous avez, c'est ça une grande différence aussi, c'est qu'une crèche municipale, vous pouvez aller voir le maire, vous pouvez aller voir les élus, vous avez un interlocuteur assez facile à identifier. Une crèche privée, surtout si elle est gérée par un grand groupe, si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône et que ce grand groupe est basé à Paris, c'est plus difficile d'avoir quelqu'un sur qui avoir un peu de prise. Et puis une autre différence aussi, c'est que la vigilance, plutôt la culture collective dans cet établissement n'est pas tout à fait la même. Il y a beaucoup de communes qui sont mieux disantes que la loi pour essayer de maintenir une certaine qualité. Alors bien sûr, elles ont des contraintes économiques très fortes aussi, mais dans le secteur privé, par contre, en général, on reste au plancher légal. Donc après, il ne s'agit pas de dire que si vous mettez votre enfant dans une crèche, il est en danger. C'est pas ça le propos de notre livre. Et fort heureusement, l'immense majorité des professionnels et des crèches, ça se passe quand même assez bien, ou en tout cas du mieux qu'on peut. Donc, on n'est pas en train d'alerter, plus que de raison. Mais par contre, nous, on estime qu'on est effectivement sur une pente glissante et qu'il est encore temps d'agir pour remettre de la qualité au centre du jeu. Merci Mathieu Péris. Votre livre s'appelle Le Prix du berceau. Il est co-signé par Daphné Gastalzi aux éditions du Seuil. Merci beaucoup pour votre intervention ce matin en direct sur BFM TV.